tout a été annoncé et dénoncé depuis des décennies, mais peu de gens ont osé penser l'impensable. Donc, il faut faire attention quand on a envie de dire qu'une réalité est impossible, parce que généralement, on n'en est pas loin. Et là, je pense qu'on est au cœur du sujet. Le problème est que ce qu'on a l'air de dénoncer comme étant impossible et paranoïaque est complètement la réalité déjà depuis des années. C'est ce que Jean-Dominique Michel appelait caché en pleine lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun mystère. On va droit devant une folie qui va broyer l'humain, c'est certain. Cette hypothèse philosophique de départ, elle est plus répandue que ce qu'on croit. Placer la survie au-dessus de la conscience, par exemple. Ce matérialisme morbide. Donc, ces choses-là. Et ces choses-là, effectivement, sont là, elles sont annoncées, elles sont enseignées dans les écoles, enseignées dans les universités, et ça passe tout à fait inaperçu. Ensuite, on s'offusque des conséquences logiques et naturelles de ces paradigmes philosophiques-là, mais si on démontre qu'elles sont logiques et naturelles, on peut peut-être commencer à réfuter le paradigme sous-jacent. À la fin du 19e siècle, la santé, elle a cessé d'être seulement une question de soins, et ça a commencé à devenir un outil de gouvernance. Et il y avait déjà les grandes fondations qu'on connaît aujourd'hui, qui existaient déjà à l'époque, la fondation, pour citer que elle, Rockefeller, Carnegie, Ford, qui ont commencé à financer des campagnes d'hygiène, de vaccination, de prévention. Évidemment, déjà à l'époque, ils se présentaient comme humanistes, mais en fait, c'était inspiré par une vision eugéniste et darwiniste sociale. Donc, le darwinisme social, c'est sélectionner dans la société les plus aptes et en écartant les plus inutiles. Et derrière, il y a en 1927 une affaire qui est connue sous le nom de Buck v. Bell, dans laquelle la Cour suprême des États-Unis a légitimé la stérilisation forcée. Et donc ce verdict, il va servir de modèle aux lois racistes nazies quelques années plus tard. Et on va voir qu'à travers ces politiques, la santé, elle va devenir une forme de biopouvoir. C'est un concept qu'on connaît malheureusement trop peu. C'est un mode de domination où le pouvoir ne se contente plus de punir ou de tuer, mais il va chercher à organiser, à contrôler et optimiser la vie elle-même. Et d'ailleurs, donc, le penseur et le créateur de ce néologisme, le biopouvoir, qui est Michel Foucault, qui était philosophe français, il disait, je le cite, « Le biopouvoir, c'est la manière dont la vie devient objet de gestion politique. » On pourrait aussi citer très rapidement, en 98, déjà le CFR, qui théorisait une société mondiale à partir de menaces épidémiques. Voilà, il y a 25 ans. Et il parlait déjà d'un village planétaire sanitaire qui a pour objectif donc de court-circuiter les États-nations. Donc, le CFR, c'est le cousin américain de Chatham House, qui est anglais. Et depuis 2015, pour prendre un autre exemple très concret, c'est la Fondation Rockefeller qui s'est associée à The Lancet, donc avec l'argument de la science, de la revue scientifique, et à l'OMS, dans un programme de gouvernance mondiale sous bannière sanitaire et écologique. Et on voit au cours du XXe siècle que toutes les grandes crises sanitaires, elles ont toujours servi à étendre les pouvoirs d'exception. À l'époque, il y avait des pour et il y avait des contre, et les débats faisaient absolument rage. Il y avait de la Condamine, il y avait d'Alembert, il y avait Voltaire, même l'Église aussi qui a pris la parole et qui était absolument contre la variolisation, parce qu'à l'époque, elle avait pris position en disant que c'était vouloir jouer à Dieu, et donc elle avait perçu le transhumanisme à cette époque-là, alors que personne n'y avait pensé. Mais nous n'avons pas le droit de dire, d'écrire ou de penser. Et il y a moins d'une semaine, le président d'ailleurs du Conseil de l'Ordre a dit que tous les gens qui n'iraient pas dans le sens de Big Pharma seraient poursuivis et auraient des ennuis. Ce qui veut dire que nous n'avons absolument aucune liberté. They view the rest of us as a resource, an expendable resource. And useless eaters. You know, Elon Musk, a year ago, debuted his humanoid robots. And during that presentation, he said the following, verbatim, that these robots will replace 90% of the human workforce. Therefore, we need universal basic income. So let me tell you what that universal basic income list is. You think the degenerates that don't value life, who view us as vermin, want to give away free money to useless eaters? What that universal basic income list is a future extermination list. Que les quatre aient choisi ça, à mon avis, d'abord, c'est pas un hasard, c'est pas parce qu'ils ont choisi tous les quatre,
c'est parce qu'on leur a demandé à tous les 4 de choisir la Spike. Et que donc, dans le contrat qui les liait avec probablement le département d'État militaire américain, il était question que de fabriquer un produit fabricant de la Spike mortel. Voilà. Bon, évidemment qu'on aurait pu choisir une autre protéine d'un coronavirus. C'est absolument complètement con. Évidemment, il y en a beaucoup, mais on n'a pris que celle-là et ça n'est pas un hasard, évidemment pas. Ça, c'est même à la limite, si on cherche à savoir s'il y a quelque chose d'intentionnel dans la malfaisance du vaccin anti-Covid, on a ça devant le nez. Il n'y a même pas besoin de discuter. Ça ne peut pas être intelligent. C'est forcément méchant. On voit comment il manipule les gens, et ça, moi, je le vois en tant que praticien, je suppose que Vincent le voit aussi. C'est tout le temps la manipulation de la peur, et c'est la peur de la maladie, et c'est une maladie qui, d'après ce qu'ils disent, est toujours mortelle. Et donc, qu'est-ce que fait la population? Et on ne peut pas l'accuser, la population. On vous dit, si vous ne faites pas ces vaccinations, vous allez mourir. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est la soumission. C'est naturel d'avoir peur de la mort si on pense que notre conscience est sécrétée par le cerveau. Le transhumanisme aussi, parce que le transhumanisme consiste à rejeter les contraintes de la nature, garantir la continuité du corps physique, fusionner avec la machine. Ce que ça révèle, c'est une obsession de contrôle, de survie, un affranchissement de la loi naturelle et une exaltation de la raison. Le malthusianisme, cette philosophie de Thomas Malthus qui est ouvertement revendiquée par David Rockefeller notamment et le Club de Rome. Il y a trop de monde sur Terre, en gros, c'est ça. Il faut dépeupler la planète pour la sauver contre l'humanité. Découle également directement de ce paradigme existentiel que j'ai cité. Et donc, le reste découle un peu de ça, je veux bien en parler. Il y a un livre, par contre, que vous n'avez pas cité, certainement parce que vous avez oublié de le faire, et j'aimerais le citer, c'est le livre de Jonas Salk. Salk, c'est le fondateur, c'est l'inventeur du soi-disant vaccin contre la polio. C'est le père du calendrier vaccinal. Il a écrit un livre qui s'appelle Survival of the Wisest. En français, ça veut dire la survie du plus sage. Ça a été publié en 1973. Et ce type qui a reçu la médaille du Congrès, la médaille présidentielle, qui est le père du calendrier vaccinal, qui est le héros, le fondateur de tout ce dont on parle aujourd'hui, il a écrit un livre qui est un pamphlet eugéniste. Et il faut lire ce livre. Mais encore une fois, il y a beaucoup de sciences, de gens très, très prosaïques, qui étaient très terre-à-terre, qui ont publié dans le Lancet, qui ont publié dans des très belles revues, soi-disant, hein, parce que maintenant, j'y crois plus du tout. Mais quand on publie dans le Lancet un truc sur les expériences de mort imminente, a priori, c'est que le gars, il a des billes. Hein. Et ben voilà, il faut savoir ça. C'est que, oui, non, le cerveau n'est pas le siège de l'âme. J'en ai vu assez pour être personnellement totalement convaincu qu'il y a des nanotechnologies, pas simplement des nanoparticules métalliques, comme à l'époque de Serge Rader, où on disait qu'il y avait des crasses, on va dire, qui n'auraient déjà pas dû y être, pas seulement des nanoparticules lipidiques, qui sont les ingrédients officiels déclarés, mais aussi des espèces de micro-composants qui s'assemblent, voilà, dont on a mal à déterminer exactement ce que c'est. Et donc ça, c'est un gros problème. Alors, je voudrais bien qu'on passe la photo peut-être de Moncef Slaoui, parce que on va dire que dans la résistance, on va dire oui, mais non, mais ça, on n'en parle pas. Nous, on n'a rien vu dans notre microscope, et puis ça fait peur aux gens. Mais moi, je pense qu'on a des très, très bonnes raisons d'avoir peur. Là, pour ce qui était des vaccins Covid, il n'y avait plus d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle à jour, et ça continuait à être injecté à des millions de gens. Et il y a eu une espèce d'exercice de domestication, un conditionnement, une préparation à quelque chose qui n'est pas encore survenu. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Et je dirais attention surtout à l'antithèse. Parce que la thèse, c'est le grand méchant Klaus Schwab, machin, qui est un méchant de James Bond, à qui il manque juste le chat blanc. C'est un méchant caricatural. Et l'antithèse, le sauveur, elle a Elon Musk, qui est figure de la résistance.
est plus dangereux, je pense, que donc il y a plus de danger à tomber dans le piège de l'antithèse que dans ce piège grossier du niveau zéro, de la thèse, de Klaus Schwab, etc. Et ces gens ont un point commun. Ces gens ont un point commun, c'est les théories de Thomas Malthus de dépeuplement, cette logique reptilienne de survie à tout prix. Et c'est à ça que le transhumanisme mène. Mais le pacte qui va nous être proposé va être extrêmement attractif. Ça va sembler très intéressant. Ça va pas être grossier comme la thérapie génique expérimentale du coronavirus. Je crois pas. On voit quand même qu'il y a eu beaucoup d'annonces de la part de Trump d'investissement dans l'intelligence artificielle et dans la santé. Les technologies ARN, ben, elles sont toujours là. Ça va bientôt faire 1 an que Trump et Kennedy sont au pouvoir. Ils étaient tout à fait, ils sont bien sortis de l'OMS au 2e jour, on va dire, de la présidence. On aurait très bien pu dire, bon voilà, la pandémie est finie, on n'a plus besoin des vaccins Covid et de cette technologie, donc on n'a pas encore assez étudié, voilà, c'est bon. C'était dans leur pouvoir, qu'on ne vienne pas me dire que c'était pas possible. Avant, on disait oui, mais il faut comprendre l'industrie ici et là. Non, maintenant, c'est soi-disant eux qui tiennent les rênes. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent pour le faire? Entre-temps, ben, je veux dire, l'autorisation d'urgence, entre guillemets, a été retirée pour les vaccins ARN. Ils ont été approuvés officiellement par la FDA. Et au sommet, c'est quand même, enfin, moi, c'est vraiment un truc qui m'étouffe. On a quand même au sommet du comité de recommandation des vaccins, du CDC, donc le fameux comité ACIP, quelqu'un qui se présente lui-même comme le père de la technologie. Hein, c'est un peu ce que disait Icaros tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de venir nous dire des trucs comme ça? Il y a une forme de... Est-ce que c'est de l'humiliation? Est-ce que c'est cette idée de dire, bah, vous l'avez choisi, c'était devant vous, on ne vous a rien caché. Donc, on a quand même, entre guillemets, le père de la technologie ARN qui se retrouve à la tête du comité de recommandation des vaccins et qui, à ma connaissance, n'a jamais dit qu'il était pour un retrait, une suppression, un moratoire de cette technologie. Et là, il faut que les gens se réveillent dans la résistance en France et en Europe, puisqu'il y a eu le mouvement MAGA et puis MAHA, donc Make America Healthy Again, aux États-Unis, puis qu'aujourd'hui, il y a un mouvement politique qui se dessine, l'initiative au Parlement européen de Make Europe Healthy Again, où on invite et on lance le tapis rouge à quelqu'un comme Robert Malone. Alors, pourquoi, parmi tous les gens qu'on pouvait nommer à ces fonctions, pourquoi faut-il prendre quelqu'un qui est justement une figure controversée? Et au début, donc moi je l'ai rencontré personnellement, j'en parle parce que je pense que c'est quand même important. Je veux dire, là on est dans l'actualité. Et c'est déterminant pour la suite, puisqu'on a bien compris que cette technologie ARN et compagnie, c'est ça qui allait être la porte d'entrée, enfin une des portes d'entrée du transhumanisme. J'ai beaucoup parlé de ça, la révélation de la méthode, un peu comme les passeports du 11 septembre qu'on découvre par miracle, où plus c'est gros, plus ça passe, où c'est pas de l'incompétence, où on va chercher à humilier, au minimum à humilier, en donnant des preuves qui sont ridicules et qu'aucun partisan de la théorie officielle n'ose utiliser pour soutenir leur théorie officielle. Il y a un mécanisme psychologique profond. La proposition de Méa est une bonne proposition. Alors, des loups dans la bergerie, alors il faut être sûr qu'il y en a et on s'en fiche. Bah, au moins, ils sont au courant, c'est déjà pas mal. Moi, je sais que chaque fois que j'ai organisé quelque chose, j'ai toujours invité les RG. Parce qu'au moins, comme ça, ils étaient au courant, c'était bien. Et puis, effectivement, moi, c'est pareil. Je me dis que il faut soutenir les gens qui proposent des choses. Alors, c'est pas la seule solution, hein. Bien sûr, c'est une solution, mais il faut vraiment passer par cette voie-là parce que
sans passer par cette voie-là, on ne peut pas se faire entendre et on n'est pas très nombreux. Ben voilà, il faut absolument monter au créneau, dire des choses. Et cette première victoire de la reculade sur les vaccinations dans les EHPAD et pour les soignants, c'est déjà une grosse victoire parce que moi, les échos que j'avais par rapport aux EHPAD, bon, les pauvres anciens qui sont dans les EHPAD, bah, les pauvres, c'est pas eux qui s'exprimaient, mais moi, ce que j'ai pu entendre des soignants, c'était, à nouveau, on quitte les services, on s'en va, et donc, une fois de plus, c'était assassiner la médecine et assassiner le corps médical. Je suis contente de voir ce qui se passe parce que ça fait 40 ans que je disais à mes confrères que enfin, moi, quand je suis rentrée des pays de l'Est, d'abord, j'ai dit qu'on était déjà en régime totalitaire en France. Et tout le monde se fichait de moi en me disant oh, enfin, c'est n'importe quoi. Je dis vous allez voir la suite des événements. Et ça se confirme. Donc, de voir ce qui se passe aujourd'hui, je suis contente parce que enfin, il y a un réveil. Et ce réveil, il faut vraiment le soutenir. Bah, pour en sortir, c'est peut-être, entre guillemets, pas plus compliqué que ça. Alors moi, je reviens d'un voyage en Géorgie, un pays que je ne connaissais pas du tout, qui a donc été sous l'URSS, hein, puis ils en sont sortis, je pense, c'était les premiers à en sortir, après la chute du mur. Et c'était intéressant parce que j'ai demandé comment ça s'est passé pendant le Covid. Ils sont quand même, évidemment, il y a l'Union européenne qui essaye de placer ses billes et le temps, etc. Et on m'a dit, il y a presque personne qui a été vacciné. En fait, simplement les jeunes qui regardent la télé et les gens qui sont dans les grandes villes, mais disons peut-être globalement 30%. Et quand on a demandé à la ministre de la Santé, il y avait la presse occidentale, etc., qui était là, hein, il y a quand même une pression internationale, hein, voilà, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, tout ça, l'OMS, et on a dit à la ministre de la Santé, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas il faut introduire des obligations vaccinales dans ce cas-là, elle a dit, écoutez, c'est pas compliqué, les médecins ne veulent pas se vacciner, ils ne veulent pas vacciner leurs patients, comment voulez-vous que j'introduise des obligations vaccinales? Ça n'a pas de sens, ça ne va pas marcher, c'est tout. Et quand on a dit aux chefs d'église, mais écoutez, il faut fermer les églises, peu importe, c'est même pas le ministre de l'Intérieur ou quoi qui a réagi, le patriarche de l'église orthodoxe est venu, il a saisi le micro, entre guillemets, et il a dit, écoutez, chez nous, c'est Dieu le patron dans les églises, ce ne sont pas les hommes, et les églises resteront ouvertes, point barre. Et ça, c'est possible parce qu'effectivement, il y a une grande cohésion sociale. Et en fait, c'est la reconstruction de ce tissu social qui fait que ces gens qui ne sont pas, c'est un petit pays, ils sont 3-4 millions, je veux dire. Voilà, mais il y a cette... voilà, je pense qu'il y a aussi le fait d'être assez connecté encore à la nature. Voilà, ils ne sont pas complètement dans derrière Netflix et leur ordinateur toute la journée. Mais c'est encourageant. C'est peut-être, entre guillemets, pas plus compliqué que ça. Et si on y pense, tous les grands empires ont terminé à leur perte à partir du moment où les gens ont arrêté de marcher dans l'idéologie, où ils ont arrêté d'être dans l'hypnose collective, parce qu'au moment où on dit, OK, on va aller comme le Chypre, hein, qui avait dit on va mettre deux flics derrière chaque personne non vaccinée. Oui, ils peuvent le faire avec un certain nombre de gens, mais s'il faut commencer à obliger tout le monde partout, je veux dire, ça va demander beaucoup de ressources. Donc, je pense qu'on a tout à fait encore nos chances de réagir et de gagner la bataille. Mais moi, ce que je voudrais proposer à des associations comme la Ligue et comme la MCIB, c'est de justement arriver avec les dossiers, aller un peu plus loin, mettre sur la table les dossiers que les grands mouvements politiques n'oseront peut-être pas encore trop faire, et d'aller jusqu'au bout et de dire, comparons la santé
des vaccinés avec la santé des non-vaccinés, comme l'a fait l'association ICANN aux États-Unis, par exemple. Donc oui, la santé des non-vaccinés est meilleure. Comparons le coût global de la vaccination à ce qu'on peut gagner en termes de refinancement de la santé, des hôpitaux, etc. Et donc, je pense arrivons avec des nouveaux modèles, voilà, utiliser la santé naturelle par rapport à tous ces protocoles qui coûtent des ponts d'or. Et donc, il faut aller vraiment, à mon avis, plus loin. Il faut démolir les concepts de pandémie. Voilà, moi, je pense que le danger du second narratif, c'est les gains de fonction, c'est l'ennemi désigné, la Chine. On va quand même contrôler tout le monde parce que il y a les dangereux russes ou chinois ou terroristes qui vont faire des virus de gain de fonction, etc. Bon, ça suffit, je veux dire, on va pas passer d'une menace à l'autre. Et puis, il faut sortir de l'OMS et dire, OK, on décentralise. Pour moi, la santé publique, est-ce que c'est vraiment un concept qu'il faut garder tel quel? Ce n'est pas simplement la santé de l'environnement. Et puis, la santé, c'est une affaire individuelle. Voilà. Donc, voilà, je pense que les associations, elles ont vraiment un rôle très fort et très important à jouer. Et pour finir aussi, un point positif, c'est qu'on a vu que grâce à cette expérience de pandémie en 2020, la question et le questionnement du dogme vaccinal a été mis sur la table. J'ai envie de dire la dernière chose. J'ai l'impression, ça c'est les médecins qui nous le confirmeront, peut-être dans une prochaine émission, mais qu'il y a quand même aussi des traitements qui sont là et qui vont arriver. Parce qu'on pense à toutes ces personnes qui ont été blessées et qui sont tombées malades. Et même si on nous injecte de force, pour Dieu sait quelle raison, tous ces produits, rien ne dit qu'on n'a pas finalement la possibilité de s'en débarrasser, tout simplement. Je pense que plus j'écoute ces gens qui sont dans ces trucs transhumanistes, plus je me rends compte qu'ils vivent vraiment dans une bulle où ils sont tellement convaincus de leur puissance, alors qu'ils n'ont pas, on dirait qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est la force de l'être humain, de notre corps, de notre esprit, des plantes, des remèdes de la nature, parce qu'ils sont tellement déconnectés, voilà, c'est quelque part presque un peu risible de voir à quel point ils sont éloignés de la puissance que nous découvrons de plus en plus finalement, par la force des choses, de tout ça.